La question de l'après-midi qu'on va se poser tous ensemble, c'est celle qui est très présente au niveau des startups notamment, mais des entreprises de façon générale. Mais j'ai une tendance au niveau de la Fondation du Territoire de Demain à penser tout particulièrement aux petites et moyennes entreprises et puis évidemment à toutes les startups que nous accompagnons et qui nous accompagnent aussi dans l'autre sens. Et la question, c'est celle, je dirais, du contexte qui est le nôtre, qui est un contexte que je qualifierais, si on veut essayer de le dire très brièvement, en quelques mots, d'un monde qui est devenu laboratoire. Alors, si on dit le monde a changé, bon, on n'a pas dit grand-chose. C'est pas la peine d'utiliser ce genre de formulation pour commencer une présentation telle que celle-ci. Un monde devenu laboratoire, ça change un tout petit peu la tonalité et ce que l'on veut dire par là. Le monde qui change, qui devient laboratoire, c'est nos amis des startups qui regardent la science et le jeune de façon générale, les plus jeunes. Partie de la société va dans ce sens-là, mais c'est quand même très vrai pour les plus jeunes que ce que je vais dire là. Ils ont un rapport à la connaissance, à la science, au savoir qui est complètement différent. Ils l'apprennent différemment, ils réfléchissent différemment, et ça, c'est un point important pour les entreprises qui les embauchent et qui ne tiennent pas, généralement pas compte de leur rapport. Ils peuvent apporter énormément, et notamment dans la conquête des marchés étrangers, ce qui est notre sujet. Donc, c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, au travers de 3 points qui me semblent importants et qui sont un peu la réponse à cette interrogation. La première question, le premier sujet, c'est de réfléchir en termes de marché international, à ce qui est aujourd'hui probablement le point central de cette recherche de marché, de recherche de clients pour notamment des entreprises innovantes. C'est un concept qui est celui de Smart City. Alors pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? C'est parce que c'est celui-là qu'on traite au quotidien. C'est vraiment sur ce sujet-là que les patrons d'un certain nombre de grandes entreprises nous demandent de les accompagner. C'est sur ce sujet-là qu'on nous demande un certain nombre de conférences. Qu'est-ce que c'est une Smart City? C'est la ville intelligente, d'accord, mais c'est très vite dit. Et en quoi est-ce que ça peut impacter au quotidien, de manière concrète, la recherche de marché à l'échelle internationale? Donc ça, c'est un premier point que je voudrais un peu évoquer avec vous et qu'on évoquera, j'espère, au travers d'échanges. Un deuxième point, deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle la French Tech. Alors, je ne sais pas si certains sont très familiers avec cette expression. La French Tech, c'est une démarche qui a été inventée en France il y a quelques mois par 2 secrétaires d'État, par 2 ministres successifs en matière de technologie de l'information. L'idée, c'était la suivante. Nous ne connaissons pas bien, pour aider les entreprises, et pour les aider à l'international, oui, je le répète à dessein parce que je crois que c'est important, nous connaissons mal ces startups, ces petites entreprises-là. Donc, pour les aider à dégager ces marchés, à être concurrentiels par rapport, effectivement, à ce contexte de nouveaux marchés, eh bien, il faut mieux les connaître. Et ça, les médias français l'ont un peu relayé. Maintenant, ça commence effectivement à être bien fait, mais au début, c'était quand même extrêmement discret. Les différentes villes, puisque les villes sont les grandes métropoles françaises qui se sont dit, nous sommes forcés. Bien entendu que nous sommes Smart City, bien entendu que nous sommes French Tech, etc. Bon. Mais très rapidement, il a fallu voir qu'il y avait comme entreprise innovante chez eux. Qu'est-ce qu'il y a comme entreprise innovante à Montpellier? Alors, on va faire rapidement les tours de métropole que vous connaissez par cœur, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, etc., etc. Il y en a une vingtaine. Et cette vingtaine a immédiatement fait un de candidature, et c'est l'État qui, le 12 novembre, j'osais espérer une semaine avant, comme ça m'aurait permis d'en parler aujourd'hui, mais le 12 novembre, sur un tweet d'Axel Lemaire, vous trouverez une première liste de métropoles qui vont être French Tech. Ça va changer beaucoup de choses pour les villes, parce que dans leur budget contraint, comme vous le savez aujourd'hui, bien le fait de recevoir quelques dizaines de millions en plus à destination des petites entreprises innovantes, c'est déjà pas mal. Ça permet de créer des espaces d'innovation. C'est très bien pour la Fondation des Territoires de Demain, qui justement dit sans arrêt qu'il faut que dans les villes et sur les territoires, il y ait des espaces d'innovation. Et puis surtout, ça donne très concrètement au quotidien, demain matin à 8 heures, de l'argent si vous voulez partir pour Dublin, pour la grande réunion des startups européennes. Et être présent et parler de votre, présenter vos services, présenter vos produits,
et effectivement être sur le même rang que d'autres, effectivement, notamment que d'autres petites entreprises qui souvent aux États-Unis ou ailleurs, ou en Amérique latine ou en Asie, trouvent des aides assez conséquentes pour être présentes dans ces différentes réunions, ces différentes manifestations. Ce d'autant plus, ce deuxième point de la French Tech est d'autant plus important qu'on s'est aperçu que non seulement il n'y avait pas 100, pas 200, pas 400, parfois 700 ou 800 startups dans une ville française, et que les 3/4 ou les 9/10, parfois on ne savait même pas qu'elles existaient, quand même assez extraordinaire. Mais en plus, on s'est aperçu que lorsqu'elles se manifestaient, lorsqu'elles allaient aux États-Unis, à New York par exemple, pour de grandes présentations, financées par le dispositif French Tech, eh bien, elles étaient parmi les plus concurrentes. Un exemple très précis que vous connaissez tous, celui des objets connectés. Nous sommes aujourd'hui probablement, on ne va pas faire de cocorico ici, surtout pas entre nous, hein, n'en est pas question, mais aujourd'hui, nous sommes probablement parmi les meilleurs en matière d'objets connectés sur le marché. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est par les stands français que commencent souvent un certain nombre de visites officielles, de visites ministérielles dans les grands salons. Troisième et dernier sujet que je voudrais évoquer rapidement, mais évidemment, on ne dira pas tout, mais vous aurez sur notre site Territoire de demain l'ensemble de la présentation. Donc, si on n'a pas l'occasion de tout dire en détail, vous aurez ça en ligne. Le troisième élément, c'est justement celui de ces espaces innovants qui sont nécessaires pour qu'une ville devienne French Tech. C'est écrit dans les textes officiels, c'est écrit dans les textes diffusés par le ministère en charge des questions du numérique. Il faut un espace d'innovation, un espace d'expérimentation. Ça tombe quand même bien, parce que si vous regardez la littérature spécialisée sur ce sujet, je pense à celle de l'OCDE, les études sont très claires. Notre futur urbain, rural, sociétal, économique, culturel, etc., est un futur d'expérimentation, y compris la gouvernance, ce qui fait peur parfois à un certain nombre de responsables. Enfin, ça, c'est une autre affaire qui n'est pas dans le sujet de la conquête des marchés internationaux d'aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la ville intelligente, deux, trois éléments. Qu'est-ce qu'on appelle intelligence? Alors, le mot smart, d'abord, un petit constat. Hein. Vous allez avoir votre vocabulaire qui va être bouleversé. Je suis un peu embêté par cet état de fait, mais c'est évidemment, c'est pas nous qui allons changer quoi que ce soit ici. Il y a des mots qui sont imposés en quelques mois. Alors, l'expression de French Tech pour la France, les expressions de Living Lab. Alors là, on verra tout à l'heure si on a le temps. Living Lab, Smart Lab, Media Lab, Hackerspace, Makerspace. Bon, j'arrête immédiatement, il y en a une centaine. Tous ces mots se sont quasiment imposés dans le vocabulaire quotidien et courant. Pas de Madame Michu, forcément, d'accord, mais de la plupart des responsables économiques, de la plupart des investisseurs. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Quand on a des discussions telles que celle de cet après-midi, que j'espère une vraie discussion si on a le temps, c'est important à savoir. Alors, au niveau de cette... Pour ce qui est du Grand Paris, c'est évidemment essentiel. La notion de Smart City et d'intelligence territoriale, c'est quoi? Probablement, le seul exemple que je vais vous donner qui soit concret, vous pouvez immédiatement prendre l'avion ce soir ou demain matin ou le train demain matin, vous allez à Santander, S-A-N-T-A-N-D-E-R. Santander, c'est en Cantabria, c'est dans le nord de l'Espagne. Et c'est là que la Commission européenne, concrètement, ça veut dire avec beaucoup d'argent, a décidé de créer... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un prototype de ville intelligente? C'est un tout petit peu ça. Mais surtout, un marché des villes intelligentes. C'est-à-dire que, franchement, il faut le faire exprès. Être aujourd'hui une entreprise vraiment innovante en France et ne pas aller immédiatement à Santander, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est complètement suicidaire, sauf si on ne le sait pas. Et c'est évidemment ce qui se passe dans la plupart des cas. Les gens ne savent pas qu'effectivement Santander est ce modèle-là, voulu par les Européens pour une fois en cœur. Donc ça, c'est pas tous les jours que ça arrive non plus. Et à Santander, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est cette intelligence territoriale? En quoi une ville peut être intelligente? Nous, on sait bien quand on est intelligent ou pas, ou du moins quand on peut l'être. Mais une ville, la pierre, les édifices, quoi des édifices peuvent, ou des institutions, en quoi ça peut être intelligent? Eh bien, la réponse de Santander, ça a été, on met, là aussi je caricature un peu, mais vous avez bien compris, sinon nous passerons l'après-midi ensemble, on met des capteurs partout. Alors, ils ont mis 12 000 capteurs dans la ville. Alors, 12 000, c'est sur les réverbères, dans les garages, partout.
tout simplement. Et on collecte un maximum d'informations sur un seul site. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, géré par l'université. C'est une énorme plateforme qui emmagasine tout ça, pour lequel les ingénieurs essayent effectivement de diminuer jour par jour les degrés d'erreur, parce qu'effectivement, vous imaginez, il y a des capteurs que quand ils ne fonctionnent pas, tout simplement, ça dit n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, il y a toute une surveillance, effectivement, du dispositif des capteurs. Il y a une extension de leur dispositif qui est quelque chose d'important. Le résultat, c'est qu'on donne à la population, on est censé donner, on commence à donner, soyons modestes, à la population les tout premiers éléments, c'est-à-dire vous vouliez prendre le parking central, non, ne prenez pas le parking central, il y a une inondation au niveau 2, donc prenez le parking autre, ou du moins prenez les autres niveaux. Vous vouliez prendre la via X, eh bien, ne la prenez pas, parce qu'elle est complètement embouteillée, donc inutile. Donc toutes les informations, souvent extrêmement concrètes, extrêmement basiques, alors parfois un tout petit peu plus sophistiquées quand même, sont fournies à la population. C'est-à-dire qu'effectivement, la Smart City, c'est la chose la plus, la plus immédiate qu'on puisse dire à ce propos. La Smart City, c'est véritablement un lieu d'information, de gestion de l'information. Tout le monde a entendu parler des big data, des open data, c'est-à-dire des big data à ouvrir, des données à ouvrir. C'est fondamental pour les petites entreprises, parce que si vous faites comme Sigfox, qui vient d'avoir dans son conseil d'administration, c'est une petite start-up que vous ne connaissez, vous avez toutes les chances de ne pas connaître, je ne vois pas pourquoi vous le connaîtriez, une petite start-up de Toulouse. Eh bien, cette start-up de Toulouse, Anne Lauvergeon, l'ancienne Sherpa du président, etc., du président Mitterrand et autres, dans son conseil d'administration, c'est bien pour une start-up. Eh bien, cette start-up est tout simplement d'aller la présenter ses savoirs en matière de capteurs, en matière d'objets connectés. Et elle est en train de conquérir la ville de Moscou, effectivement en installant dans les parkings de Moscou un certain nombre de capteurs, etc. Donc vous voyez que c'est un vrai marché, ça suffit d'être informé dans le marché. Mais derrière ce marché, il y a ce que j'ai essayé de vous résumer de manière vraiment là aussi trop brève, c'est-à-dire effectivement il y a les 4 T et les 4 C. Ce qui est important, c'est le talent, c'est la technologie, c'est la tolérance, c'est le territoire. Alors, tolérance, qu'est-ce qu'elle a à faire au niveau des capteurs et au niveau du matériel technologique? C'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que les différents acteurs doivent s'accepter les uns les autres. On le comprend bien. Vous ne pouvez pas faire fonctionner une plateforme globale si vous avez des présupposés des uns et des autres, si vous n'avez pas une vraie tolérance des différents acteurs les uns par rapport aux autres. C'est un minimum requis. Parfois, ce qui est un minimum qui n'existe pas, et c'est bien dommage. Et ça donne lieu effectivement à une atmosphère effectivement des 4 C, la créativité, la connaissance, la coopération, les compétences. Alors il y a ces 4 T et les 4 C qui sont souvent évoqués, j'ai voulu vous les indiquer ici, mais ça montre qu'effectivement il y a dans ces villes, dans ces smart cities, dans ces aires d'expérimentation, beaucoup de choses. Alors, il y a un rapport du Parlement européen qui a été fait, si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est-à-dire si vous voulez sortir de notre réunion en disant maintenant je vois à peu près comment c'est tout savoir sur le Smart Cities et sur les possibilités de marché que ça me donne, vous avez un rapport qui date il y a quelques mois, donc tout récent, du Parlement européen qui s'appelle les Smart Cities, c'est très original, et 200 pages quand même, mais qui vous permet de tracer vraiment l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que si vous avez des clients en Bade-Wurtemberg, si vous en avez en Lombardie, si vous en avez dans le Pays Basque, peu importe, etc., vous saurez quels sont les chantiers de Smart Cities les plus pertinents. Ça peut vraiment vous être extrêmement utile. Alors, je passe sur ce que fait Territoire de demain. Je voulais vous en dire quelques mots, mais sinon, on n'aura pas le temps de trop discuter entre nous. Un autre élément important, un autre mot important, un autre adjectif important, qui rejoint un tout petit peu le smart d'il y a un instant, c'est l'apprenant. Les instances et les villes d'aujourd'hui sont apprenantes. On a les mêmes réactions que celles que je vous disais sur l'adjectif précédent. Une ville peut aujourd'hui effectivement être elle-même une structure de diffusion des connaissances. On le sait sans le savoir. On ne le sait pas forcément, c'est une expression qu'on utilise peu, notamment en langue française, une institution apprenante, un territoire apprenant. En réalité, c'est un lieu où les gens utilisent réellement
dans leur travail de tous les jours, dans leurs décisions pour leurs entreprises, etc. L'ensemble des outils qu'ils ont en termes de mobilité, en termes de connexion. Donc c'est ce concept de ville apprenante, je crois que c'est très important de la mettre en avant. Un autre mot très rapidement, tout ceci est très pourrieur d'envoi, on peut le décider, on peut l'évoquer aujourd'hui. C'est ce dernier mot que je voudrais évoquer pour les Smart Cities, c'est le mot augmenter. On se retrouve en présence de fonctionnalités et d'informations augmentées sans arrêt. Alors, d'où vient l'expression augmentée ici, dans l'occurrence, dans le domaine des villes et des territoires, ça vient essentiellement de la réalité augmentée. On utilisait déjà beaucoup cette expression. Alors, tout le monde sait ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'effectivement, la réalité augmentée, c'est que vous utilisez les lunettes de Google. Et essayez-les, hein, au passage. On a fait l'expérience à Territoire de demain. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Vous baladez, on a fait l'expérience au Fort d'Issy à Issy-les-Moulineaux, pour être précis, vous pouvez le faire, vous pouvez demander à le faire. Il y a une agence qui mettra à votre disposition gratuitement les lunettes. Il n'y a aucun problème pour aller faire ces essais. Vous comprenez réellement ce qu'on entend par réalité augmentée. C'est-à-dire que vous voyez ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire un nouveau quartier qui se construit dans un fort dans la région parisienne, point. Bon. Mais vous voyez également ce qu'il y avait avant. Vous voyez le fort, vous visitez le fort. Il n'y est plus le fort, ou alors une partie du fort est devenue musée, etc. Ça, je ne vais pas vous faire l'histoire militaire d'Issy-les-Moulineaux. Mais vous voyez réellement cela. Donc il y a énormément de dispositifs. Et là, les Google Glass ne sont qu'un petit exemple. Tout ce qui est wearable, c'est-à-dire tous les capteurs, encore des capteurs, hein, que vous avez dans vos vêtements, votre comment dirais-je, montre smart que Apple va développer sur le plan commercial en janvier, je crois. Si je me rappelle bien, l'ensemble de ces outils va nous mettre dans un contexte effectivement de territoire apprenant, mais aussi de territoire augmenté sur le plan matériel pour une boutique. N'oublions pas l'impact sur les petits commerces, notamment, qui a bouleversé beaucoup de choses. Notamment, il y a des Living Labs sur les petits commerces qui aujourd'hui marchent fort bien, que ce soit dans le Pays Basque, que ce soit en Bretagne, pour ce qui est de la France. Eh bien, c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement, ces dispositifs peuvent vous permettre, par exemple, de faire comme à Kobe au Japon, où c'est déjà totalement généralisé. Vous passez devant une boutique, cette boutique capte les informations que vous avez mis dans votre smartphone, c'est-à-dire, je sais pas, vous aimez telle ou telle chose, vous avez besoin de telle ou telle taille, vous avez besoin de tel ou tel objet, enfin, vous renseignez quelques fiches, vous passez devant une boutique et il vous signale qu'effectivement, dans cette boutique, vous avez effectivement, ça correspond à base de données. C'est une histoire de dialogue entre bases de données, c'est pas plus compliqué que ça, qu'il y a un certain nombre de choses que vous cherchiez. Donc ça, vous imaginez, étant cela, c'est vraiment une ville augmentée, c'est un territoire augmenté. Et c'est sur cela que vont se baser énormément de marchés, et notamment en Amérique latine, et bien évidemment en Asie, comme vous le savez, un peu en Chine, et beaucoup en Corée, qui est un peu le paradigme en la matière. Un nom que certains d'entre vous connaissent, donc je ne vais pas trop m'y attarder parce que c'est un nom classique, contrairement à Santander. Mataro est un vieux de la vieille en matière de villes connectées. Ce que nous avons surtout retenu de Mataro, c'est un concept qui également fait florès aujourd'hui un peu partout dans certaines villes, qui est celle de galerie d'idées, c'est-à-dire que vous mettez des endroits où vous achetez des choses, vous achetez des idées, vous achetez des petites entreprises, etc. C'est comment circule l'information en matière économique. Par la radio, par un certain nombre de journaux, d'accord, ok, très bien, mais aussi au travers de galeries. Et nous avons là un bon exemple, c'est dans le Pays Basque. Ceci est important également, vous trouverez au stand numéro 9, on va faire un petit tour de publicité pour nos amis, un Living Lab qui est à Sénart. Alors c'est pas la peine d'aller jusqu'au Pays Basque ou jusqu'en Catalogne, voire au Mexique. Vous avez à Sénart, dans la région parisienne, un Living Lab dédié à la cartographie des compétences et des connaissances. C'est absolument fondamental d'avoir ça aujourd'hui pour un responsable territorial. De dire au chef d'entreprise qui éventuellement s'intéresse à une région, à une ville, qui éventuellement va implanter son entreprise, parce que c'est aussi ça, l'interaction entre la relation entre le marché international et la petite entreprise, c'est aussi ça, c'est de s'implanter dans un lieu qui soit un lieu bénéfique, effectivement, par rapport à ce qu'il propose en termes de produits et de services. Eh bien, il faut absolument
lorsque ce chef d'entreprise cherche à trouver son adresse, son lieu, ou ce lieu pour ses boutiques, ou des lieux pour s'implanter, il faut absolument une cartographie des compétences. Pour savoir quelles sont les cartographies, quelles sont les compétences présentes dans un domaine, quels sont, comment dirais-je, où se passent les projets. Alors vous allez me dire, c'est pas très difficile. Vous prenez les grands projets de la région parisienne, vous rassemblez tout ça et vous les géolocalisez. Et normalement, ça devrait marcher. Sauf que la plupart des projets ne sont pas connus. La plupart des projets ne sont pas connus. Vous savez très bien, quand vous êtes patron de start-up, vous ne savez pas forcément qu'il y a un projet européen qui est géré à 200 km de là, avec tel ou tel partenaire que pourtant vous connaissez bien, mais simplement vous n'en avez jamais parlé, et surtout vous n'en avez pas entendu parler. Donc ça, c'est un point très important. Élaborer des cartographies des compétences, des cartographies des savoirs, quel que soit le lieu où vous êtes, est absolument fondamental. Je dirais presque plus symboliquement, et un peu plus là entre nous, que nous devrions tous avoir quelques cartes de la connaissance en tête, c'est-à-dire par exemple notre propre région. Connaître une région, ce n'est pas savoir que Alcatel-Lucent vient d'implanter une cité de l'innovation dans l'Essonne. Bon, ça, généralement, vous lisez ça dans votre journal, vous êtes censé le savoir. Savoir qu'effectivement, que dans le même département de l'Essonne, il y a quelques dizaines de projets européens qui vous concernent, alors que vous ne le saviez pas, c'est un point tout à fait fondamental. Donc, pensons tous à élaborer cette cartographie pour ce qui est de nos propres régions et pour ce qui est des régions que nous souhaiterions ajouter à notre aire de marché. Et là, je vous ai donné l'exemple de Madrid au passage, pour ce qui est un exemple célèbre. Alors, il y a des choses assez étonnantes dans ces territoires qui bougent et qui vous intéresseront tant au travers de votre entreprise. Sont des lieux qui sont un peu des lieux, alors on a pu dire des totems, je ne suis pas sûr que la pertinence de ce mot pour le coup, sont des lieux symboliques, ce sont des quartiers. Hein, les Espagnols ont parfaitement compris comment on les appelait, ils les appellent directement Barrios del Conocimiento, quartier de la connaissance. Alors comme ça règle directement la question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des lieux où de manière privilégiée s'implantent justement des acteurs de la recherche, des acteurs des petites entreprises, des porteurs de projets, des spécialistes, des chercheurs. Et ça, il y a maintenant, effectivement, ça fait 1 à 2 ans qu'on est en train de s'apercevoir qu'il y a des quartiers, même chose, je n'aime pas trop les appeler spécialisés, mais pourtant ce serait un peu plus facile d'expliquer le concept si on utilisait ce mot, qui sont en train d'apparaître. Alors bon, je vous ai mis quelques exemples concrets, vous pourrez aller les voir, allez-y, c'est pas très loin de Paris, regardez, voyez comment ça se fait, et surtout, voyez les marchés qui sont derrière, qui sont absolument conséquents, vraiment. Le quartier de la création, l'île de la création à Nantes, tout ça, tout le développement de ce qui est aujourd'hui la stratégie de l'innovation de la ville de Nantes est né d'un petit living lab de 2 personnes. Ce sont 2 personnes, je ne vous raconterai pas l'histoire parce qu'elle est bien sympa et ça montre bien la réussite qu'ont eu un certain nombre d'animateurs de Living Labs qui ont été propulsés au sommet des responsabilités d'un certain nombre d'institutions parce qu'ils faisaient ça. Mais c'est véritablement quelque chose d'important d'avoir ça en tête. Un autre exemple qui nous tient beaucoup à cœur, certains là aussi d'entre vous le savent, c'est un Living Lab qui a été créé par l'Université catholique de Lille et qui est devenu un quartier qu'on appelle Humanicité. La même chose, allez-y, regardez, c'est un quartier de handicapés. Alors vous allez me dire, c'est ça que vous mettez dans la rubrique attractivité économique et recherche de marché. Ben oui, c'est un quartier qui devient extrêmement attirant et qui, effectivement, nécessite souvent des outillages médicaux, bien entendu, extrêmement sophistiqués. Donc, toutes les petites entreprises qui peuvent potentiellement travailler dans des secteurs qui sont proches de la santé. Bien, aujourd'hui, un quartier comme une Humanicité est devenu à 1 heure de Paris, est devenu une véritable référence. Si parmi les champs d'investigation, les champs de production, les champs de réflexion qui sont les vôtres, vous avez le domaine de la santé, précipitez-vous, faites l'aller-retour demain en TGV, jetez un coup d'œil à ce quartier, vous comprendrez. Alors, ça ouvrait un autre classique du genre, très rapidement, c'est une colonie d'artistes. Alors, on me dirait, non, on est en train de parler de marchés internationaux. Oui, je dis bien une colonie d'artistes qui s'est implantée dans une île, en face de Bilbao, du musée d'art contemporain, de Bilbao, qui s'est implanté et qui effectivement, est parti d'un processus extrêmement précis. Un artiste, c'est quoi?
que ce que fait notre interrogation à ce niveau-là. Un artiste fait quoi? Eh bien, la réponse de ces artistes-là, de Bilbao, c'est nous sommes là pour deux choses, pour créer des entreprises, aider à créer des entreprises et conseiller les patrons de ces entreprises. C'est ça la définition d'un artiste lorsque vous allez à Zorro Savoué. Ça mérite réflexion. Ça n'est pas étonnant du tout quand vous imaginez effectivement un certain nombre de présupposés de ce qu'est l'économie de la créativité. Donc je passe sur cette autre île de Zorro Savoué. Alors vous avez d'autres exemples absolument étonnants où vous voyez que le marché des nouvelles technologies, on va l'appeler comme ça pour faire vraiment très très vite, le marché des produits, des services innovants peut parfois aller très très loin dans la reconquête urbaine. On avait souvent notre directrice scientifique raconte les conditions dans lesquelles nous avions été à Medellín. Certains nous voyaient déjà revenir sous forme, comment dirais-je, sous forme de, je dirais presque de cadavres, mais enfin c'était absolument ça. Au point de départ, vous savez que Medellín était une des grandes capitales de la drogue dans le monde. Bon, vous n'avez pas trop intérêt à vous promener à Medellín. Aujourd'hui, c'est une ville de la connaissance qui est citée comme modèle par toutes les métropoles planétaires. Mais entre les deux, aussi invraisemblable que ça paraisse, je dois dire que j'étais tout particulièrement parmi ceux qui étaient les plus incrédules. Hein. Je me suis dit, oui, bon, quand même, c'est pas parce qu'on met des aires scientifiques et un parc de la vie dans une entreprise, dans une aire urbaine, que l'on arrive effectivement à changer tout dans le changement, dans la vie quotidienne. Eh bien, si, c'est la vérité. Donc ça, le Mexique, Querétaro, c'est très important au Mexique. Querétaro, c'est une technopole, tout simplement pas plus une technopole. Et cette technopole, en réalité, est devenue un véritable quartier de la connaissance. Et les entreprises françaises sont en train de s'y installer, notamment après le voyage récent du président français au Mexique et qui a visité Querétaro. Poblenou. Alors Poblenou, c'est intéressant aussi. C'est un quartier de Barcelone. C'est vraiment à Barcelone même. Donc, si vous sortez de la gare, vous foncez à Poblenou, c'est votre première destination d'affaires. Poblenou, c'est un amas ancien de vieilles cheminées d'usines. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi vous précipiter dans cette direction si c'est ça. En fait, c'est ce qui était le cas il y a quelques années. Poblenou a décidé, par une décision d'élus locaux, j'allais dire tout à fait illuminé, tout à fait extraordinaire, tout à fait courageux surtout, parce qu'on en a beaucoup voulu au départ. Effectivement, ils ont réussi à transformer ce quartier en quartier de la connaissance. Alors, quartier de la connaissance, c'est une série de clusters au sein de la ville, au sein de la fabrique urbaine. Et vous allez d'un endroit à l'autre, vous passez des nouvelles technologies de l'audiovisuel aux nouvelles technologies aux biotechnologies, etc., aux technologies des environnements, des technologies de la santé. Poblenou, c'est un quartier de référence pour ça. Alors d'autres exemples, notamment effectivement aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et à partir de là, je voudrais effectivement que nous évoquions tout petit peu la ville de demain à travers la notion de French Tech. Donc je rappelle bien ce concept, l'importance de ce concept. Nous sommes devant une évolution de l'aménagement territorial, l'aménagement urbain, de l'aménagement des zones diverses et variées qui, encore une fois, n'exclut absolument pas le monde rural. Ça, c'est un point extrêmement important. Nous sommes dans ce contexte-là, et ce contexte a fait exploser, pas naître, exploser un certain nombre de marchés, notamment, encore une fois, pour des petites entreprises innovantes. Les French Tech, je vous ai dit un certain nombre de choses. Je voudrais quand même, effectivement, y ajouter quelques détails, et notamment, effectivement, la carte. Vous avez ici une carte. Elle est déjà dépassée. On l'a mis en ligne il y a une semaine. Elle est déjà totale. Ce sont nos amis de l'usine Nouvelle qui l'ont faite, qui l'ont publiée. Elle est déjà dépassée, mais enfin bon, ça vous permet quand même d'avoir une petite idée de ce qu'on appelle la France French Tech. De cette France qui s'est complètement ignorée, où les gens, y compris les équipes, les jeunes qui avaient créé leur propre emploi, leur propre entreprise, s'ignoraient entre eux. C'est-à-dire, effectivement, ils ne bossaient pas entre eux, ils se retrouvaient à la Windstube entre eux à Strasbourg, ils se retrouvaient pour des soirées très festives à Montpellier ou à Marseille, mais ils n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Et alors, ce qui s'est effectivement produit là, c'est malgré certaines fausses notes. Alors, il faut aussi noter les fausses notes, parce que on ne va pas sortir d'ici en disant le monde des nouvelles technologies pour les entreprises à l'international, c'est un monde de bisounours. Pas vraiment, pas exagéré quand même. Il y a quelques fausses notes.
il y a des villes qui n'ont absolument pas envie de travailler les unes avec les autres. Alors, absolument pas. Il y a une candidature qui a fait rire absolument tout le monde au ministère, qui est en train donc effectivement de labelliser les candidatures. C'est l'exemple alsacien, avec comment dirais-je, une candidature commune entre Strasbourg et Mulhouse, qui est très bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire, sauf le jour de la présentation des dossiers, on s'est aperçu qu'il y avait 2 sites différents et 2 projets différents. Donc deux entités territoriales qui travaillent ensemble, mais qui effectivement ne collaborent pas véritablement. Ça leur a été beaucoup reproché par beaucoup de jeunes acteurs. Rhône-Alpes est un autre exemple de petits problèmes qui peuvent entacher un peu cette recherche de marché de la part des petites entreprises innovantes. C'est qu'en Rhône-Alpes, tout le monde s'estime champion, ce qui est plutôt bien psychologiquement. Dans la pratique, c'est que Annecy se veut French Tech, c'est que Saint-Étienne veut la même chose, c'est que bien entendu Lyon imagine qu'elle est la seule, et puis quelques autres. Donc il y a 4 ou 5 candidatures pour une seule région. C'est évidemment pas ce qui était entendu. On souhaitait que les régions travaillent, que les acteurs des différentes régions travaillent ensemble. Cela dit, les bonnes nouvelles sont quand même là sur cette carte si vous les lisez. Aix-en-Provence, si travaille avec Marseille. On ne l'a pas voulu le croire, mais si, pourtant ils travaillent très bien ensemble. Vous avez d'autres, les acteurs bordelais ont réussi à s'entendre entre eux. Ils avaient au point de départ 3 projets différents, puis effectivement un seul et même dossier. Donc vous voyez, cette French Tech, c'est une aventure extraordinaire. Vous pouvez peut-être lire dans le matin dans votre journal, dans votre journal habituel, des chroniques. Vous savez, de temps en temps, il y a des chroniques sur quelqu'un qui est mort dans une manif. On va en parler pendant 3 mois tous les jours, avec une information nouvelle tous les jours. Bien là, French Tech, c'était une chronique. C'est tous les matins, on se précipitait, moi, votre serviteur, le tout premier, je le confesse tout à fait, voir quelle était la petite nouvelle. Même chose, vous faisiez sur Twitter la petite requête, vous vous abonniez aux différents fils des différentes métropoles, et vous saviez que la veille au soir, c'est telle petite entreprise qui avait réussi à se mettre comme chef de file. C'est très important de se mettre comme chef de file sur un certain nombre de territoires, parce qu'effectivement, après, vous avez le champ libre pour effectivement l'exercice de votre commerce. Donc, gardez bien, si je puis me permettre ce conseil, ceci en tête. Alors, il y a des cas de figure totalement hors normes. Alors, je ne sais pas qu'il soit bon ou mauvais. Celui-là est plutôt bon, mais il va au-delà de ce qu'on attendait, c'est-à-dire des villes qui n'étaient pas des métropoles. Ça, j'y reviendrai dans un instant. Qui n'est pas du tout des métropoles, mais qui étaient des lieux de culture. Alors, évidemment, quand on demande un lieu culturel français, vous allez répondre à Avignon. Et Avignon s'est dit, mais on ne le savait pas, mais nous sommes French Tech. Et donc, très rapidement, les gens du festival ont créé une maison du numérique, ont créé toute une série de choses. Et tout le monde s'est mis à travailler ensemble, effectivement, pour faire effectivement d'Avignon une grande ville, une grande métropole des affaires dans le domaine du numérique. On ne l'attendait pas à ce tournant-là. Et la même chose, pendant ce temps-là, s'est produite ailleurs. Vous avez là j'ai pris des comptes rendus de presse parce que vous voyez, pour illustrer cet aspect chronique qui est complètement invraisemblable, c'est la Lorraine. La Lorraine qui dit, bon, ben, finalement, si on veut vraiment bosser entre Lorrain, bien, on va faire un sillon. Alors, le projet s'appelle le sillon Lorrain, c'est un sillon numérique. En réalité, c'est 3-4 villes qui travaillent ensemble, mais qui, vraiment, à l'inverse de leurs voisins alsaciens, le font très, très sérieusement et de façon extrêmement professionnelle. D'autres éléments sont intéressants en la matière. Il y a d'abord un premier élément, c'est que très rapidement, des lieux qui semblaient être exclus, comment dirais-je, se sont dit qu'effectivement, il fallait qu'elles se mettent également dans le challenge. Et ce sont des lieux, ce sont des départements, je pense à l'Eure-et-Loire, ils ne sont pas les seuls. Certains départements se sont dit, nous ne sommes pas une métropole. Oui, mais nous sommes quand même une capitale French Tech, nous sommes une capitale pour les affaires dans le domaine du numérique. Et certains de ces départements qui ont eu cette réaction-là sont justement des départements à tonalité majoritairement rurale. C'est un point important, effectivement, qu'un monde rural qui ne s'estime pas du tout mis de côté. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'Auvergne, je ne vous ai pas parlé de Caen. Il y a énormément de choses à dire notamment sur nos amis normands. Mais je voudrais simplement, pour terminer, quand même donner quelques autres informations sur les questions d'investissement. On en parlera dans un instant. Sur les questions d'écosystème qui sont par la même qui se développent.
Alors, les laboratoires vivants, troisième et dernier point de ce que je vous proposerai comme petite réflexion de début d'après-midi. Ces laboratoires vivants, dont je vous disais tout à l'heure la richesse de la sémantique, c'est quoi au fond? Alors, pour ceux qui ne savent pas, pardon, 1000 fois pardon pour ceux qui ne savent pas par cœur, qui ont appris maintenant ça depuis quelques mois. Pour ceux qui ne sauraient pas, le laboratoire vivant, c'est un lieu où l'on trouve 3 catégories d'acteurs. C'est la définition classique que je vous donne là. Première catégorie d'acteurs, le porteur de projet. Ben, si vous voulez qu'on crée un Living Lab de la journée du 4 novembre, c'est peut-être une idée, pourquoi pas. Il faut simplement une chose, c'est qu'il y ait un porteur de projet. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelqu'un qui porte le projet, de toute façon, ce n'est pas la peine d'en parler. Ça ne marchera pas. Deuxième chose, il faut des spécialistes. C'est-à-dire, nous avons tous nos petites passions quotidiennes dans le domaine de notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, et nous aurions envie de dire « Ah, on va le faire dans tel ou tel domaine ». Certains vous ramèneront, il faut des spécialistes, des universitaires, des chercheurs, vous les appelez comme vous voulez, des spécialistes pour vous ramener un peu à l'ordre sensé, pour vous dire écoutez, ça vous pouvez le commercialiser dans 5 ans, pas avant. Ça, vous pouvez en parler dans 1 ou 2 ans, pour l'instant, la chose n'est pas mûre, etc. Il faut vraiment qu'il y ait ce spécialiste-là pour réfréner un peu les propositions et les projets trop passionnés. Et enfin, il y a le troisième larron, c'est celui qu'on oublie souvent, qu'on a beaucoup oublié en France, et qui a fait un mal fabuleux en matière de conquête des marchés internationaux par les entreprises. C'est que tout simplement, on avait oublié un petit détail, c'est les acheteurs, j'allais presque dire les clients, pour faire un peu plus clair. On n'avait pas centré les choses sur le client. On n'avait pas mis le client au centre du dispositif. C'est-à-dire qu'on disait, ça c'est génial, je crée ce produit. Ben après, je vais le vendre. Je vais essayer de le vendre le mieux possible. Mais ça ne marche plus. Il faut d'abord consulter, il faut d'abord essayer d'avoir le contact avec le client. Et ça, bon, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais c'est gentil de dire ça, mais dans la pratique, ça se fait comment? Ben, justement, la démarche laboratoire vivant, c'est un tout petit peu ça, c'est-à-dire vous mettez vous réunissez dans cette salle ce soir à 18h autour d'un café un peu sympa et de quelques brioches. Vous réunissez les gens du quartier, je ne sais pas ce que ça donne comme gens du quartier autour de Disney, peu importe. Vous réunissez des gens du quartier, vous réunissez des amis, vous dites, ah oui, un tel s'intéresse au sujet, je vais le faire venir. Tout le monde fait ça. Une bonne petite campagne de presse locale, mais ça, la PQR, par exemple, en France, est tout à fait preneuse en la matière, donc c'est pas très difficile. Donc, vous y ajoutez le client. Un exemple encore plus concret, c'est-à-dire comment ça se matérialise dans ce que vous avez à vendre, dans ce que vous avez à proposer, et notamment, encore une fois, pour la Xème fois, à l'international. Je vais vous donner l'exemple de Laval, qui est une petite bourgade française, plus connue pour ses bovidés que pour ses habitants, malgré une manifestation annuelle, qui est la manifestation annuelle concernant la réalité virtuelle. Et donc, en Mayenne, un certain nombre de petites entreprises, de petites startups sont nées. Mais quand vous êtes start-up en Mayenne, ben c'est déjà pas triste à Bordeaux ou à Caen, mais dans la Mayenne, c'est presque insurmontable. Que faire? Comment procéder le service de développement de la ville, le service de développement économique? Ils ont acheté une petite boutique au centre traditionnel, le centre d'achat, le centre commercial, le centre ancien de Laval. Bon, vous allez me dire pas très original. Ils ont acheté une petite boutique et de cette boutique, ils ont très clairement aménagé 2 espaces. L'espace au-dessus, ça c'est un peu ce qui va vous attirer, c'est-à-dire remplir votre smartphone qui tombe à plat, prendre un café offert par la maison, offert par ceux qui sont financés par vos impôts. Donc ça, généralement, ça marche très bien, avec beaucoup de convivialité, c'est très bien. Au rez-de-chaussée, les produits et les services non encore commercialisés des startups de la Mayenne. C'est-à-dire, effectivement, des jeunes qui ont créé des cartes à jouer virtuelles, qui ont créé une sorte de petit pyjama pour vous mettre avec votre laptop au lit le dimanche matin, etc. Enfin, des choses un peu particulières, effectivement. Chacun vient avec ses services, ses produits, peu importe lesquels, le demeurant, et il les montre. Et ce que j'appellerais, vous excuserez l'expression, mais je crois que c'est suffisamment sympathique pour pouvoir l'utiliser, la mamie de Laval, ou tout simplement le public de Laval, l'acheteur ou l'acheteuse de Laval, ben, se sont mis à regarder ces vitrines, à s'agrouper autour de ces vitrines en disant « mais c'est génial ce truc ». Et donc, qu'est-ce que les startups ont eu l'occasion d'avoir? Ben, des acheteurs potentiels.
Ben, la dite mamie qui dit, mais écoutez, moi je veux bien offrir ça à mes petits-enfants, mais franchement c'est horrible ce que vous avez fait là, vous l'avez fait tout en noir, mais c'est pas achetable ça. Ah oui, zut, on l'a fait en noir. Alors il a fallu le mettre en plusieurs couleurs. Bon, donc c'est encore rencontrer lentement un certain nombre de clients. Vous allez me dire l'international dans tout ça. Eh bien justement, financement européen oblige, bien on a développé la même stratégie dans d'autres pays, en Angleterre, en Belgique, je crois que c'est à Anvers et à Londres notamment, où il y a des petites boutiques qui diffusent quoi? Ben, les produits et les services de la Mayenne, des petites start-up de la Mayenne. C'est-à-dire que vous êtes au fin fond de cette... Je crois que là, effectivement, va nous faire signe effectivement, de ne pas être trop long. Des petites start-up donc, de ce charmant département, pas fort numérique ou pas connu comme tel, en tout cas, qui aujourd'hui, dans un certain nombre de pays européens, présentent les résultats de ces entreprises. Voilà un exemple extrêmement simple qui n'a pas coûté grand-chose, hein, et qui permet effectivement de mettre des créateurs de start-up en connexion ou en discussion, en état de dialogue avec leur public. Alors très rapidement donc, quelques autres espaces d'innovation. Alors, je vais peut-être prendre un exemple, plusieurs séries d'exemples à Paris, et puis ensuite un ou deux pour terminer en province. Vous prenez, vous allez vous marcher lentement, mentalement, on va faire de la réalité augmentée. Mentalement, vous marchez dans la rue Saint-Denis, vous apercevez un espace qui est un espace de biotechnologie. Vous rentrez, vous y trouvez des jeunes, et ça, on va mettre les échanges qu'ils ont par mail, qui nous ont été donnés, et qu'on va publier, qu'on va diffuser. Vous avez des jeunes qui sont passionnés par les biotechnologies, mais sont passionnés aussi par d'autres choses. Alors, ce ne sont pas toujours été de bons élèves. Ce sont des jeunes qui ont connu des systèmes d'enseignement qui ne leur étaient pas appropriés, pourtant qui ont une passion pour le savoir. Et donc, ils se réunissent, fin d'après-midi, en soirée, pour parler de séquençage de l'ADN, pour parler d'intelligence artificielle. Et quand ils ont parlé de ça, ils ont dit, mais on va faire un projet là-dessus, on va voir quel est le spécialiste là. Ben, il y a un spécialiste dans l'université de l'autre côté de la planète. Ben, on va le faire venir, on va demander à tel ou tel acteur, à tel ou tel sponsor, à telle ou telle entreprise. Et comme il y a vraiment beaucoup d'entreprises sponsors qui sont passionnés par ça, c'est-à-dire ces équipes de jeunes qui ont une nouvelle relation avec le savoir, et notamment de savoir dans le domaine qui concerne ces entreprises en question, eh bien, généralement, les billets d'avion sont pris en charge assez rapidement, et ils font des soirées autour de spécialistes internationaux d'une discipline qui n'est pas la leur. Ça, je crois que c'est quelque chose... Pour moi, ça a été un apprentissage fondamental. Entre 14h et 14h10, un samedi après-midi, j'ai noté plus de 100 projets. Je n'ai pas réussi à tout noter. Et au travers de ces projets, dans une discipline un peu ingrate quand même, que peut être tout ce qui est biotechnologie, mais vous avez des gens qui disent, oui, mais moi, ce n'est pas ça tellement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les sciences cognitives. Oui, mais alors, tu n'as pas encore créé ton Cognilab? Enfin, autrement dit, tu rêves un peu, enfin, tu te passionnes pour quelque chose, tu n'as pas créé ton laboratoire. Alors que la fille est quelqu'un qui, là aussi, n'a pas eu beaucoup de succès au lycée, qui ne pensait pas faire des études très longues, mais qui était passionné par les sciences cognitives. Puis à ses côtés, il y avait un autre jeune. Il dit, ouais, ça m'intéresse bien, mais enfin, bon, je viendrai à tes réunions, il n'y a pas de problème, je viendrai à ces réunions, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les monnaies virtuelles, c'est tout ce qui est Bitcoin, c'est tout ce qui est... Ben, moi, j'ai envie d'ouvrir un espace du Bitcoin dans le coin. Ben, vous y allez, allez-y. Vous allez à 2 rues plus loin, je ne sais plus quelles sont les rues, mais il y a une cartographie qui peut vous être donnée, on peut vous l'envoyer. On fait même des petits déplacements dans les quartiers de Paris aujourd'hui pour faire visiter des responsables économiques de différents lieux. Bien, vous avez un espace du Bitcoin dans le même quartier qui est ouvert par ce jeune. Puis à côté, d'autres disent, mais ça manque de Fab Lab dans le coin. Donc, ils sont en train de créer des espaces avec des imprimantes 3D. Tout le monde veut avoir son imprimante 3D. Alors, imaginez-vous bien que vous allez avoir, d'ici quelques mois, entre 300 et 600 €. Vous avez votre petite imprimante 3D. Avec quelques fichiers, vous pouvez fabriquer ce que vous souhaitez. Et donc, il y a beaucoup de Fab Labs qui sont en train de se développer dans le même quartier, dans le centre de Paris. Puis à côté, il y a d'autres qui se disent, mais il faut des programmes de développement
développement économique de l'économie sociale et solidaire, bien des espaces qui s'ouvrent juste à côté. Puis à côté, il y a Microsoft qui dit oh, mais on n'a pas de, il y a des espaces d'innovation sans arrêt, mais il n'y a pas d'incubateur Microsoft. Eh bien, on va créer un incubateur Microsoft. C'est-à-dire, ce sont ces petits jeunes. Et c'est pas du tout, vous l'avez bien compris, dépréciatif, ce que je suis en train de dire. Ce sont ces jeunes-là, ces passionnés de nouvelles formes de savoir et surtout de nouveaux modes d'accès au savoir, qui vont faire en sorte que eh bien, les grands vont aussi dire, mais zut, alors on s'est fait doubler en quelque sorte. On va vite ouvrir notre lab. Vous allez aller quelques rues, une dizaine de rues quand même plus loin, vous allez aller du côté de Saint-Lazare, au 8 rue de Londres. Depuis 2 ans est implanté quelque chose qui est le Google Lab. Si vous êtes passionné par tout ce qui était géolocalisation et par des projets en matière de géolocalisation, vous pouvez aller les trouver. Ils recherchent des partenaires. Oui, je ne tiens pas la liste. Il y en a vraiment trop. Aujourd'hui, je voudrais aller lentement terminer cette séance et j'espère qu'on a encore quelques instants pour échanger. À côté de cela, vous avez des centaines de lieux qui apparaissent, qui sont des lieux souvent à connotation économique, c'est-à-dire très rapidement, l'objectif, c'est de créer son entreprise et c'est de trouver un marché pour son entreprise, hein, donc c'est très clair. C'est toujours intégrer l'international, c'est même l'international qui vient en premier dans la plupart de leurs têtes, hein, c'est de dire, tiens, je vais pouvoir aller, éventuellement, je vais m'installer à Santiago du Chili, éventuellement, je m'installe à Shenzhen en Chine, éventuellement, je m'installe à tel ou tel endroit, donc l'international est prioritaire. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que vous avez une première série de réponses à la question qu'on s'était posée, je terminerai là-dessus. À partir du moment où vous regardez nos nouvelles configurations, qui ne sont pas seulement les mariages de nos régions, mais où nous regardons les nouvelles configurations possibles, sous forme de cités intelligentes, de territoires intelligents, de territoires qui rassemblent les intelligences. À partir du moment, d'autre part, où l'on regarde le fait qu'il y a, nous, notamment en France, mais aussi d'autres pays évidemment étrangers ont fait la même chose, où nous sommes dotés de dispositifs comme French Tech, bien tout ça, ça devient de l'ordre du possible. Et puis alors, surtout, à partir du moment où vous avez des espaces d'innovation, où vous pouvez être les vrais acteurs, vous pouvez vraiment utiliser cet espace comme, non pas comme un réceptacle de savoir seulement, mais comme un lieu de business, effectivement, de nouvelles formes de business. Bien, vous avez compris qu'effectivement, tout est possible, ou presque tout, en termes d'internationaux pour les jeunes entreprises innovantes. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ah, monsieur? Qui les fabriquent sont des jeunes qui essayent d'abord de trouver à plusieurs, parce que l'imprimante qu'ils veulent, c'est peut-être pas justement la moins chère, parce qu'ils en ont besoin. Ce sont des gens qui savent établir un vrai travail en réseau, pas seulement sur le plan du business, mais aussi sur le plan humain. Un exemple simple, quand vous allez dans le Marais, à côté de la Cité des Arts, vous avez justement un Fab Lab, ou plus exactement, non, ça ne s'appelle pas un Fab Lab, c'est un makerspace qui s'appelle Maker sur scène, celui qui fait sur scène. Bon. C'est en réalité un Fab Lab. Vous y trouvez une succession d'appareils 3D qui fabriquent, avec un jeune qui fabrique un certain nombre d'objets. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne suffit pas, c'est ce que sous-entend un peu votre question, ça ne suffit pas. C'est-à-dire vous fabriquez des petites figurines pour les touristes, par exemple, des petites tours Eiffel, je dis alors pour le coup vraiment n'importe quoi. Vous faites une succession de tours Eiffel, au lieu de les payer 10 euros, 15 euros, vous les payez là en l'occurrence 10 centimes ou 20 centimes. Bon, donc vous fabriquez ça, ils savent faire. La plupart des jeunes qui fréquentent ces lieux savent faire. Mais surtout, ils savent réfléchir sur l'augmentation de j'allais presque dire, de la surface de vente. Je m'explique. Ce Fab Labien s'est entendu avec un jeune bijoutier. Bon. Pourquoi? Si on imprimait vos bijoux, ou l'équivalent de votre bijou, les bijoux de l'un ou de l'autre, peut-être sont tout à fait font envie, tiens, j'aimerais avoir une copie de ça. Bon. Si on imprimait le bijou, et si on travaillait avec des spécialistes traditionnels de la bijouterie, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, il a trouvé une bijouterie expérimentale, ça s'appelle la bijouterie expérimentale, c'est dans le côté du carreau du temple. Et vous avez effectivement là des gens qui songent plus qu'à d'abord peaufiner,
à donner une vraie valeur professionnelle en l'occurrence à les bijoux, mais ça pourrait être vrai pour toute une série d'autres domaines, mais également aller plus loin en étant à l'écoute des clients, en peaufinant un tout petit peu les demandes des clients. Donc, ce sont les gens de ces Living Labs et de ces Fab Labs eux-mêmes qui fabriquent les objets. Il peut y avoir contradiction entre deux types d'affirmations. Alors la première qu'on trouve effectivement beaucoup dans les médias précisément, c'est l'individualisation de la société. En gros, hein, c'est là aussi pour faire bref. Et puis une deuxième tendance qu'on retrouve dans d'autres mots, tout aussi contemporains, l'économie fonctionnelle. C'est-à-dire, je me fiche complètement de la voiture. Moi, je veux une voiture qui marche pour aller d'un endroit à l'autre, une bicyclette qui marche d'un endroit à l'autre. Hein. Bon, ce sont des choses que tout Parisien maintenant connaît depuis un bon moment et que ça marche très bien. Et puis derrière, tout ce qu'on appelle l'économie du partage. Ben, apparemment, il n'y aurait pas contradiction. Alors, je méfie beaucoup de la sociologie de comptoir qui consiste à interpréter en temps réel les phénomènes qu'on observe dans une société. Mais a priori, pour beaucoup de ces jeunes qu'on a évidemment consultés là-dessus, puisqu'on est en train d'écrire des rapports, des livres, etc., il y a toute une littérature qui est en train de naître sur ce sujet autour de la Fondation de Territoire de demain, ils ne voient pas du tout une contradiction entre leur individu, leur intérêt individuel pour un sujet, leur passion pour un sujet, qui est au contraire pour eux tout à fait fondamental, comme vous l'aurez compris. Et puis en même temps, le fait que cette économie, ça devient une économie du partage. Mais pourquoi y a-t-il potentielle contradiction? Aussi, c'est parce que le mot partage est mal pris à cause de nos, des décennies qui nous ont précédés, où le mot partage avait une sorte de, d'allure sémantique collectiviste ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout à ça qu'ils pensent. Mais alors, aucun d'entre eux, aucun de ceux qu'on connaît ne pense ça. Par contre, ils parlent d'économie du partage sans arrêt parce qu'il faut, justement, parce qu'ils se rendent très bien compte que leur réussite scolaire ou leur réussite universitaire, alors parfois été brillante, mais au bout de plusieurs années d'efforts, etc., ou n'ont pas été brillantes, mais qu'effectivement, qu'ils ne seront jamais spécialistes de tout. Et dans notre monde, effectivement, comment peut-on imaginer, même quand on est particulièrement stupide, imaginer qu'on est spécialiste de tout? Et donc, il faut forcément partager les savoirs, parce que sinon, on n'arrivera à rien, et notamment dans le domaine économique, et notamment dans le domaine de la création et du développement des entreprises. Donc, si on le lit, si on prend la grille de lecture à ce niveau-là, je crois qu'on a bien compris qu'effectivement, notre société donne une large place à l'individu. Je crois que tout le monde s'en trouve tout à fait satisfait, mais que cette insistance sur l'individu n'enlève rien du tout à un constat de fait qui est effectivement le flot de connaissances qui nous submerge de tous les côtés. Il faut véritablement aller sur, faire les laboratoires du matin au soir, comme parfois certaines journées nous le faisons, pour se dire c'est pas possible, parce que là, ça va révolutionner les choses, ça aussi, ça va révolutionner les choses. Et le soir, il nous est arrivé de rentrer après 4 ou 5 visites de laboratoires scientifiques à dire qu'on avait bien vu 20, 30 choses plus ou moins qui vont complètement révolutionner notre façon de vivre et de penser. C'est sous cet impact-là qu'on parle effectivement d'économie du partage et qui est devenue vraiment une économie du partage. Il devient absolument impossible de travailler avec une innovation incrémentale qui est celle encore de certaines de nos grandes entreprises qui ferment les portes et qui, quand ils font un Living Lab, en font un Living Lab interne, un incubateur interne, un outil interne de recherche et développement. Et ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Tout simplement, ils ne feraient pas de R&D, ça reviendrait quasiment au même. Par contre, il y a ceux qui ont compris qu'il fallait jouer aussi ce qui est risqué, parce que ce que je suis en train de vous dire sur le plan dans le domaine des affaires est risqué. C'est notamment les questions de droit de propriété, questions de droit intellectuel. Je ne reviens pas dans le domaine de l'immatériel. Il y a un champ absolument conséquent. Donc, c'est risqué de parler à votre concurrent, votre compétiteur, et de faire donc de la compétition, parce que ça porte ce nom-là, la réalité des choses. Faire de la compétition, c'est effectivement être concurrent avec celui qui est assis en face de vous, mais en même temps, vous imaginez que vous pouvez faire des choses avec lui dans un domaine très, très spécial, très, très réduit. Donc, il n'y a pas de contradiction, pour répondre à votre question, entre ces deux. Ayant beaucoup travaillé sur les questions de la Renaissance européenne, donc il y a à peu près 5 siècles, on avait exactement ce même phénomène. Donc ce n'est pas la première fois que ça arrive à l'Europe. Mais surtout,
la force de ce processus est telle qu'aujourd'hui, quand je dis à des journalistes « c'est fabuleux ce qui nous arrive dans le domaine économique », ils se disent « mais qu'est-ce qu'il veut me dire ?» Ils ne comprennent pas très bien, tous les chiffres sont mauvais. Alors, j'ai dit ça à un journaliste, je ne citerai pas la radio, il a failli se trouver mal. Il n'a pas compris qu'effectivement tout allait bien. Un autre moment de la discussion, il n'a pas eu de chance ce jour-là, on était en forme. On a dit « mais c'est superbe ce qui arrive à l'Europe ». Lui, il était plutôt catastrophé. Mais tout ça, c'est vrai. Alors, si vous voulez étayer ça, vous regardez vraiment, vous lisez vraiment les rapports. Les rapports sont tous absolument excellents, et notamment sur l'Europe, sur le futur de l'économie, sur le futur, je dis bien de l'économie matérielle, et sur les potentialités qu'on voit aujourd'hui. Et puis, vous avez quand même, et je terminerai là-dessus, mais je crois que ça peut être une bonne conclusion de nos propos. Prenez la semaine passée, il y a une dizaine de jours, la semaine de la FIAC, vous savez, de la foire d'art contemporain, qui ont amené à Paris beaucoup de gens économiquement très bien placés, très fortunés. Ben, évidemment, pour acheter des tableaux à la FIAC, bon, vaut mieux que vous n'ayez pas oublié votre chéquier chez vous. Et cette semaine-là, vous aviez, outre évidemment l'exposition pour laquelle vous veniez, vous déplaciez gratuitement dans Paris pour aller voir les autres expositions de la FIAC hors les murs, y compris au Jardin des Plantes, avec comme thème, après tout, l'homme est un animal comme les autres, et puis un peu plein de petits jeux de mots comme ça dans des expositions. 400 expositions en même temps. Ceux qui n'auraient pas eu d'exposition, ce qui est impossible, tout le monde avait une exposition, quelque chose à présenter cette semaine-là, eh bien, étaient déjà en train de préparer le mois de la photo, avec je ne sais pas combien d'expositions, etc., etc. Des inaugurations de fondations, mais ça, vous l'aviez suivi. En même temps, bien entendu, des lieux traditionnels. S'il y a un lieu traditionnel qu'on connaît à Paris, c'est l'hôtel de la Monnaie. On y frappe la monnaie, point. Ben, l'hôtel de la Monnaie devient un lieu d'innovation et d'échange autour d'un grand espace d'eau et autour de la créativité gastronomique. Ah. Bon, et avec une très belle formule que je vous conseille, qui peut être une bonne formule de conclusion. Ici, on frappe les monnaies et on frappe les esprits. Ben, effectivement, ça a frappé tout le monde. Cette coïncidence, effectivement, parisienne a frappé tout le monde. Surtout que, de fait, depuis quelques jours, on savait qu'on avait le prix Nobel de la littérature, ce qui pour la France n'étonne peut-être pas, mais qu'on avait aussi le prix Nobel de l'économie. Alors là, les Américains n'ont plus rien compris. On dit, mais c'est pas possible. Et il y a eu jusqu'au fin fond de la presse américaine le contraire du French bashing traditionnel, hein, en disant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe en France. Et ça fait notamment à Londres, c'est très amusant. Autre anecdote, effectivement, sur laquelle on pourra continuer à parler avec certains d'entre vous si vous le souhaitez. Un journal a titré sur Londres, la capitale lui font bon vivre. En fait, c'est un article qui a été quasiment commandité par des organismes anglais qui n'ont plus du tout compris ce qui se passait à Paris, parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de choses pour être compétitif. Donc, une Europe fabuleuse, et puis une France qui peut être caractérisée par la couverture de l'Express que vous avez peut-être vu, la France des nouveaux génies. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a fait le tour, et de l'international, de la création d'entreprises.